Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Laurent Gounelle. Écrivain, c'est l'un des auteurs français les plus traduits dans le monde. Passionné par la psychologie humaine, Laurent Gounelle aborde régulièrement le sujet de l'intuition dans ses romans. Dans cet épisode, nous développons ensemble comment la mettre au service de son bien-être et de son développement personnel. Pour Laurent, l'intuition se manifeste dans le corps et nous captons ce sur quoi nous posons notre attention. Paradoxalement, la forme que l'intuition prend serait également le résultat de nos croyances, expériences et de notre éducation. Comment alors accéder à des intuitions qui serviront notre épanouissement et notre développement, plutôt que la reproduction de schémas hérités ? C'est ce que Laurent nous dévoile dans ce merveilleux échange qui, j'espère, vous passionnera autant que moi. Très belle écoute à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Amira. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. Particulièrement bien. Super. Laurent, je suis ravie vraiment de te recevoir dans Epion Podcast. D'une part parce que j'adore ta plume et tes livres, et d'autre part parce qu'on va parler d'un sujet que moi je trouve très intéressant et qui, je crois, te passionne aussi. C'est le sujet de l'intuition, sur lequel tu as écrit notamment un roman qui s'appelle Intuitio. Oui, tout à fait. J'ai découvert l'intuition il y a 7 ou 8 ans, et c'est vrai que c'est un peu devenu une passion. Alors, à l'occasion d'en parler. Tout à fait. Ce que je te propose, Laurent, pour commencer, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous expliquer justement comment l'intuition a croisé le chemin de ton écriture ? D'accord. Donc moi je suis aujourd'hui écrivain. Quand je dis je suis écrivain d'ailleurs, ça veut dire que je me définis par mon métier, ce qui en soit une erreur, parce qu'évidemment je suis autre chose que le métier que j'exerce, surtout que j'ai exercé 4 métiers très différents dans ma vie et que je me sens toujours le même en fait. Mais aujourd'hui, j'écris des romans initiatiques, c'est-à-dire des romans qui font réfléchir sur soi, sur le sens de sa vie, sur comment s'épanouir, sur le monde, sur les autres, sur la société. J'aime prendre du recul, partager des idées avec les gens dans l'espoir que ça puisse enrichir à leur tour leur propre vie. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement à l'intuition ? Comment ça a croisé ton chemin ? Alors j'allais dire par hasard, non, en fait c'est pas du tout par hasard. Je donnais une conférence à Paris il y a 7 ou 8 ans. Un inconnu vient me trouver à l'issue de la conférence et il me dit, voilà, je m'appelle Alexis Champion, je suis un spécialiste du remote viewing. On va en dire quelques mots dans quelques instants. Et me dit-il, je propose de vous former gracieusement pendant 3 jours à cette méthode. Alors j'avais déjà lu un article sur cette méthode qui est en effet une méthode pour accéder sur comment on a ses intuitions, une méthode développée aux États-Unis. Donc, je savais ce que c'était. Non, je suis un peu sur la défensive quand un inconnu vient me voir, me propose de passer 3 jours. Donc, je botte en touche. Et cet homme revient vers moi quelques mois plus tard avec la même proposition et là, j'accepte. Donc, en effet, il me forme à la méthode en question. Moi, je suis de culture scientifique, donc plutôt cartésien et à la base, et donc assez dubitatif sur la capacité qu'aurait un être humain, en effet, à accéder comme ça à une information non directement accessible par ses 5 sens, quoi. Grosso modo, décrire un objet caché dans la pièce à côté ou un événement qui se passe à l'autre bout du monde. D'accord, ça me semblait en fait juste impossible. Mais je suis curieux de nature et plutôt ouvert, donc je me suis prêté au jeu. J'ai accepté donc d'acquérir tous les codes de tout le protocole de la méthode et puis de le dérouler. Puis là, je dois dire que j'ai quand même été assez bluffé, quoi. J'étais bluffé de voir que j'étais capable, comme tout le monde,
finalement d'accéder à ce genre d'informations. Moi, en l'occurrence, j'avais travaillé la première matinée sur un lieu mystère. Donc un lieu dont la photo était cachée dans une enveloppe posée sur la table devant moi, quoi. Une enveloppe craft, donc opaque. Et puis en déroulant la méthode, j'ai pu capter un certain nombre d'informations très précises sur le lieu, tout en ignorant d'ailleurs si elles concernaient vraiment ce lieu ou si elles sortaient de mon chapeau, quoi. Mais je notais, voilà, selon un protocole très très précis. C'est une méthode qui est très structurée, quoi. Et puis à la fin, après avoir noté un certain nombre de choses, j'ai dû faire un résumé concernant ce que pouvait être ce lieu selon mes perceptions hypothétiques. Et puis quand j'ai vu la photo, par contre, alors à la fois j'étais déçu parce que la photo ne correspondait pas à toutes les images que j'avais pu avoir en tête, mais j'ai appris que les images en fait étaient une création de mon cerveau sur la base de ces perceptions. Et quand j'ai relu mon texte que j'avais couché sur papier, moi j'ai découvert une description quasi parfaite du lieu en question. Pour vous raconter, moi j'avais noté le lieu comporte des lignes horizontales parallèles, des lignes verticales parallèles, ça c'est abstrait quoi, mais et puis il y avait des formes rondes multiples, j'avais noté c'est mouillé vers le bas et lumineux dans le fond. Voilà, c'est ce que j'avais capté. Donc ça avait aucun sens, je n'étais pas capable de savoir à quel lieu ça correspondait, même si une fois de plus à plusieurs reprises pendant le déroulement de la méthode, mon cerveau avait pu visualiser l'île déserte avec de l'eau, avec des choses comme ça, quoi. Mais bon, bref, la photo dévoilait une cave d'affinage de fromage. Donc c'est pas du tout ce que j'avais visualisé, sauf que ma description écrite noir sur blanc sur papier correspondait précisément à ce lieu, puisque les lignes parallèles, horizontales étaient bien sûr les étagères, les verticales correspondaient au montant des racks, et puis les formes rondes multiples, c'était les fromages qui s'étalaient sous mes yeux sur cette photo. Il se trouve qu'il y avait une flaque d'eau au sol et une lucarne dans le fond. Et donc quand j'ai fait le lien après cette première déception entre la description sur le papier et le lieu qui était en photo devant moi, je me souviens que je me suis mis à trembler de tout mon corps, tellement, pour moi, ce qui venait de se passer était impossible. Ça a bouleversé ma vision logique, quelque part matérialiste des choses. Et voilà, donc je suis rentré dans l'intuition. Non seulement je me suis formé auprès d'Alexis Champion, qui a un institut qui s'appelle Iris, mais surtout j'ai eu envie d'écrire un roman pour partager ça, parce que c'est ma façon à moi de partager les choses. Mais j'ai pas trouvé l'idée dans l'instant. Moi, j'ai écrit sous forme de roman et non pas d'essai ou de guide. Pourquoi est-ce que je veux que les idées servent dans la vie, quoi. Et donc, je veux qu'à travers un livre, elles s'incarnent dans la vie de personnages pour permettre au lecteur de se projeter et du coup d'emmener dans sa vie, s'il le souhaite, dans sa propre vie, les idées en question. Et donc, le gros du boulot pour moi, c'est toujours de trouver une histoire, des personnages et des scènes qui vont me permettre de partager ce que je veux partager. Et là, l'idée ne venait pas. Du coup, j'ai écrit un autre livre. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu une idée, subitement. Donc, j'ai rappelé Alexis Champion. Je lui ai dit, il me former beaucoup plus. Donc, on a passé 9 jours encore en tête à tête avec lui et son associé, Marie Estein, pour que je puisse maîtriser vraiment cette méthode. Je veux, c'est un impératif que je me donne, que je veux maîtriser un sujet avant de pouvoir vraiment partager. Et l'intuition est devenue une passion, quoi. J'ai trouvé que c'était extraordinaire d'accéder en effet à une information sur une personne, sur un événement, sur un lieu, sur un objet, alors que ces informations ne me sont ni rapportées par quelqu'un ou par un livre, ou par un écrit quelconque, ni directement accessible par mes 5 sens. Et alors, du coup, fort de cette expérience, comment toi, aujourd'hui, tu définis l'intuition ? C'est quoi ta définition de l'intuition ? C'est pas la mienne, c'est celle du dictionnaire. Si tu ouvres le Larousse ou Robert, tu verras que l'intuition est un accès direct et immédiat à une vérité. C'est troublant d'ailleurs, parce que la plupart des gens, y compris moi-même il y a encore 7 ou 8 ans, ignorent que l'intuition existe, alors que c'est dans le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit clairement un accès direct et immédiat à une vérité. La question que je me pose, c'est comment, du coup, on arrive à distinguer cette vérité, si je reprends ton terme, d'une peur ou même d'une synchronicité, ou encore d'une interprétation, parce que dans ton livre « Intuitio », qui au passage est passionnant, tu expliques bien que le héros Timothy, parce que bon, je ne vais pas dévoiler toute l'intrigue, mais elle se passe à New York, souvent, il interprète les images qui viennent à lui, et il se trompe, et il apprend dans l'exercice la méthode. Donc, comment, justement, trouver cette juste vérité et pas tomber dans des biais d'interprétation ou de peur ? C'est une excellente question.
Parce qu'en effet, si on confond notre intuition avec n'importe quelle idée qui nous traverse l'esprit ou en effet avec des peurs, ça peut même presque compliquer notre vie. Là, si, je sais pas, par exemple, t'as peur de prendre l'avion, comme beaucoup de gens, et que à chaque fois que tu vas prendre l'avion, bah, tu imagines un crash potentiel. Si tu commences à te dire, c'est peut-être une intuition, c'est fini, tu monteras plus jamais dans un avion. Donc, c'est utile de le distinguer entre les deux. Alors, pour distinguer, il faut comprendre comment se manifeste l'intuition. La plupart des gens pensent que c'est dans la tête. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça finit par émerger dans notre tête, quoi. Sous la forme d'une idée, ou d'une vision, ou d'une voix, etc. Mais ça, c'est l'étape finale. L'intuition, elle se manifeste avant tout dans le reste du corps. Elle se manifeste comment? Elle se manifeste par des micro-mouvements dans une certaine partie de ton corps. Alors pour moi, ça va être plutôt dans le ventre. Je ressens les micro-mouvements dans le ventre. Pour d'autres, ça peut être dans la main ou n'importe où ailleurs dans le corps. Avec certains ont même des micro-mouvements des cils. Donc, à chacun de découvrir en fait où ça se manifeste. Et une façon de le découvrir, c'est d'être très connecté à son corps. Alors, c'est déjà en soi, je dirais, un défi, parce qu'à notre époque, on est tous plus ou moins accros aux écrans, et les écrans accaparent notre attention à chaque instant de la vie, ou plutôt dès qu'il y a un temps libre, un temps vide dans la vie, on a tendance à s'emparer du téléphone, et puis aller soit lire la presse en ligne, pour d'autres, ça va être de faire des jeux vidéo, ou aller sur les réseaux sociaux, et ça accapare l'attention à l'extérieur du corps. Donc, c'est intéressant, si on veut développer son intuition, de se reconnecter à son corps en éteignant ses machines, ses écrans, un certain temps chaque jour, et vraiment rester seul avec soi-même et être à l'écoute de son corps. Ça, c'est vraiment le point de base, je dirais. Donc, ça se manifeste dans le corps, et puis, certaines intuitions donc vont passer du corps à l'esprit, donc ça va remonter sur notre subconscient, et ça va venir à notre conscience. Un exemple que presque tout le monde a vécu, je pense, c'est vous pensez à un ami dont vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, et puis alors vous venez de penser à cette personne, le téléphone sonne, et c'est l'ami en question, ou un SMS, c'est l'ami en question. Ça, typiquement, c'est une intuition. C'est-à-dire que vous avez eu l'information avant même qu'elle ne parvienne, et peut-être même avant que l'ami n'ait fini de composer votre numéro. L'information est venue. L'information, elle vient de manière immédiate. De plus, accès direct et immédiat à une vérité. D'accord? Donc là, ça remonte comme ça. Maintenant, quand on veut provoquer cette remontée, je dirais, d'informations, là, la fameuse méthode de Ring peut être efficace, ou sans appliquer la méthode, déjà s'interroger, notamment particulièrement utile pour les prises de décision, je trouve. Il y a une question à se poser qui est comment je le sens. Moi, autrefois, quand je prenais une décision, je listais des critères, j'allais les pondérer, j'allais classer ces critères, puis voir par rapport aux différentes options qui s'offraient à moi, laquelle répondait le mieux à ces critères. Parfois, c'est une méthode pertinente d'ailleurs, très, très cartésienne. Et parfois, ça marche pas, ne serait-ce que parce que plus vous avez de critères, finalement, et moins c'est facile de trouver une option qui réponde à ces critères. Donc, c'est très dur. Puis c'est dur aussi de pondérer chaque critère. Alors, vous voulez, par exemple, je sais pas, vous voulez déménager, par exemple, vous pouvez avoir plein de critères tels que du calme, de la lumière, un certain espace, peut-être une certaine hauteur sous plafond, un hauteur de budget, bien sûr, etc., de nombre de pièces. Et puis, évidemment, vous trouvez jamais la maison qui réponde à tous vos critères. Donc, c'est là où ça devient compliqué d'avoir cette démarche cartésienne. Par l'intuition, on procède différemment. Moi, aujourd'hui, quand j'ai une décision à prendre, la seule question que je me pose, c'est comment je le sens. S'il y a différentes options, je vais me poser la question par rapport à chacune de ces options. Comment je le sens. Donc ça change tout. Maintenant, je suis un peu parti en digression par rapport à ta question. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on parle souvent de décision intuitive. On dit même écouter son intuition. Finalement, est-ce qu'on garde son libre arbitre quand on écoute son intuition? Puisque le présupposé, c'est il faut écouter son intuition. Donc, est-ce qu'on garde sa liberté décisionnelle quand on écoute son intuition? Je vais finir d'abord de répondre à la précédente. Vas-y, je t'en prie. Entre peur et intuition. Donc, j'ai dit l'intuition vient du corps et monte à l'esprit, monte à la tête, on pourrait dire symboliquement. La peur fait le chemin inverse. La peur, en tout cas pour les peurs imaginaires, les peurs correspondant à des dangers imaginaires, la peur naît dans la tête. J'imagine que l'avion va se crasher. Ça naît dans ma tête. Ou j'imagine que si je prends la parole en public, les gens vont me juger, me critiquer ou je ne sais quoi. C'est dans la tête. Et après, ça descend dans le corps.
Alors, on sait bien quand on a peur, après on peut ressentir des tremblements, des palpitations, se mettre à transpirer. Ce sont des manifestations corporelles de quelque chose qui est né dans la tête. Donc avec l'expérience, on apprend assez facilement à distinguer entre les deux. Mais une fois de plus, il faut être bien en contact avec son corps pour comprendre, pour sentir en fait, est-ce que ça naît d'abord dans le corps et ça monte à l'esprit, ou est-ce que ça suit les chemins inverses. Ça, c'est pour la précédente question. La dernière question est pertinente aussi, parce qu'en effet, où est mon libre arbitre ? Et ça concerne notamment l'intuition du futur. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit à quel point j'avais été troublé par mes premières perceptions intuitives lors d'un exercice. Je l'étais encore plus lorsque j'ai capté des choses concernant le futur. Et pourquoi j'ai été troublé cette fois ? Cette fois-là, j'ai été troublé parce que le fait que la perspective que tout puisse être déjà écrit me dérangeait profondément. Parce que je suis quelqu'un de plutôt proactif, voilà, j'aime prendre ma vie en main, j'aime prendre des décisions qui ont un impact sur ma vie, donc j'aime penser que quelque part je suis un peu maître de mon destin. Si tout est écrit, j'ai presque envie de dire la vie n'a plus tellement d'intérêt, quoi. Donc ça me dérangeait profondément. Donc j'ai creusé la question, notamment auprès des physiciens spécialistes du temps, donc les physiciens quantiques. Et en fait, les physiciens quantiques, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'avenir, par rapport au futur? Ils disent bon, d'abord, il y a une forme d'illusion dans le temps, dans la perception du temps, que nous on perçoit comme quelque chose qui s'écoule, du passé vers le futur. Répond à une forme d'illusion selon ces physiciens. Pourquoi? Parce que par exemple en laboratoire on sait modifier la trajectoire passée d'une particule. Ça a été fait par l'inventeur de la bombe atomique. Il y a un physicien français, je crois que c'est Thibaut Damour, si je dis pas de bêtises, ou Alain Aspect, je crois que c'est Thibaut Damour, médaille d'or au CNRS quand même, qui a démontré qu'aux confins de l'univers, à l'autre bout de l'univers, en fait le temps s'écoule dans l'autre sens. Vous voyez, donc la notion de temps elle est quand même très relative. Et donc pour ces physiciens, en tout cas certains d'entre eux, le futur existe déjà, mais sous forme de potentialité. C'est-à-dire en fait, voilà, le futur, il y a un certain nombre de choses qui sont potentiellement là, et il semblerait, mais là il faut prendre le conditionnel parce que ça n'a pas été démontré scientifiquement, il semblerait que la projection de conscience humaine sur l'une de ces potentialités tend à la cristalliser. Donc ça veut dire que vous devenez à la fois par intuition, vous devenez observateur de votre futur, parce que vous captez un élément du futur, et en même temps, le fait de le capter va le rendre possible, donc vous devenez à la fois observateur et créateur de votre futur. Donc le libre arbitre, pour répondre à des questions, il est là quand même. C'est-à-dire, je vais capter une information qui va devenir potentiellement juste, qui va se réaliser, et la question c'est pourquoi j'ai capté cette information plutôt qu'une autre, si toutes les potentialités existent dans le futur. Donc c'est là, je pense, où le libre arbitre intervient, où finalement, étant créateur de notre futur, on peut sans doute choisir d'une certaine façon sur laquelle de ces potentialités on projette notre attention. D'où l'importance, sans doute, des préceptes de psychologie positive, où on nous dit, finalement, c'est important d'avoir des pensées positives, c'est important d'avoir un certain optimisme, de croire en l'avenir, d'avoir confiance dans l'avenir. Parce qu'en effet, on projette nos pensées et il semblerait, une fois de plus avec du conditionnel, quand même, qu'elles aient une influence sur cet avenir. Donc ça, c'est une vraie question. Je trouve que c'est un point vraiment important à soulever, notamment en France, parce qu'en France, on a une culture quand même assez pessimiste. On a tendance quand même à râler beaucoup, à voir les choses en noir, et notamment l'avenir en noir. Moi, j'ai 58 ans aujourd'hui. Aussi loin qu'on monte ma mémoire, j'ai entendu parler de crise, par exemple. Quand j'étais gamin, on parlait déjà de crise. Alors, c'était les chocs pétroliers, il y avait la crise. Après, voilà, il y a eu la crise de je ne sais quoi. Enfin, il y a toujours des crises, quoi. Alors, je suis pas en train de dire que tout va bien, Madame la Marquise. Voilà, je suis pas l'heureux de la crèche qui se met la tête dans le sable et qui veut croire que tout va bien. Non, j'ai naturellement conscience de problèmes. Et puis d'abord, je suis français aussi, donc j'ai sans doute aussi cet esprit qui consiste à voir les problèmes précisément. Et je sais que c'est important de voir aussi ce qui va bien. Et à la fois en étant conscient des problèmes, parce que être conscient des problèmes permet de réagir. Donc notre libre arbitre, il est aussi là. Si je vois par exemple les problèmes environnementaux que subit actuellement notre planète, ça me conduit, si je le souhaite, à prendre des décisions. Par exemple, dans mes choix de consommation, qu'est-ce que je consomme en fonction de l'impact environnemental de ce que j'achète, de ce que je consomme. Donc ça permet aussi de prendre sa vie en main et de prendre quelque part notre avenir commun en main. Donc c'est utile aussi d'avoir peur parfois et de voir des choses négatives, mais il faut pas rester là-dedans.
Vraiment, le truc à ne pas faire, c'est se dire, mon Dieu, la planète va mal, on va droit dans le mur, ça va mal finir, parce que ça n'apporte rien, en fait. Je pense quand on adopte ce genre d'attitude, on participe d'un égrégore négatif, on alimente un égrégore négatif, finalement. Et finalement, ça va être mal en pire, ça n'apporte rien. Donc, c'est utile d'avoir conscience des choses, et à partir de là, prendre en effet des décisions, parce que chacun de nos actes est important, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. N'attendons pas les changements des politiques, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils peuvent, et je suis absolument convaincu que la solution ne viendra pas d'un pouvoir politique quelconque, qui que ce soit. Non, la solution, elle vient de nous, en fait. Notre pouvoir, il est là. Il faut comprendre que notre carte bleue est plus puissante qu'un bulletin de vote. Un bulletin de vote, on sait que ça sert pas à grand-chose. Enfin, en France, voilà, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on vit des alternances politiques. Voilà, on a à peu près tout essayé. Bah, on voit bien que ça change pas grand-chose. Finalement, ça va infléchir certaines politiques, mais ça va pas changer la nature du problème. D'accord? Et on pourra en parler, parce qu'il y a d'autres raisons à ça, mais ça ferait l'objet d'un autre podcast. En tout cas, notre pouvoir lié au bulletin de vote, il est assez faible. En revanche, le pouvoir de notre carte bleue, il est monumental. Parce que, en fait, là où va l'argent, là où va l'énergie, et finalement, c'est là où va le monde. Donc, pas vraiment nos achats, là où on met notre argent, en fait, c'est ça qui va changer les choses. Et ça, c'est le peuple qui a l'argent. C'est le peuple. Même si on est au SMIC, où est-ce que je dépense mon SMIC? Comment? Où est-ce que je mets cet argent? Et comme on est 7 ou 8 milliards sur Terre, voilà, si quand 7 ou 8 milliards de personnes mettent leur argent sur certaines choses plutôt que sur d'autres, ça change tout, ça change complètement tout. Donc on a ce pouvoir, et à partir de là, garder des idées positives par rapport à l'avenir, avoir confiance, se dire, ok, il y a des problèmes, j'en ai conscience, je me mets pas la tête dans le sable, et j'ai confiance en l'avenir. Je sais qu'on va collectivement éveiller nos consciences, prendre des décisions et résoudre ces problèmes, et aller dans le bon sens. Et c'est important de visualiser cet avenir radieux où la nature se porte bien, où les êtres humains vivent en paix les uns avec les autres, et de manière harmonieuse, quoi. Et il faut avoir cette vision d'avenir. C'est important parce qu'on va aider à ce qu'elle se réalise. Je me demande là, est-ce que du coup finalement l'intuition, elle est du coup finalement le reflet de notre propre moralité, de notre propre état d'esprit? Si je suis positive, je vais attirer des intuitions positives, ou finalement est-ce que c'est une information qui est complètement dénuée de moralité et charge à moi d'en faire ce que je veux? C'est une bonne question, et c'est difficile d'y répondre. C'est-à-dire, en théorie, l'intuition est neutre. Elle n'est pas liée à ma moralité, elle n'est pas liée à mes croyances, elle n'est pas liée à mes valeurs. Je capte une information qui existe. Point barre. Et j'y suis pour rien, quelque part. Mais il semblerait, une fois de plus, avec du conditionnel, que par rapport au futur, en fait, ce que je capte tend à se réaliser. Et ce que je capte, en effet, ce sur quoi je projette mon attention, est évidemment influencé et biaisé par le filtre de mes croyances. Donc de mes valeurs, de ce que je crois, de ma vision des choses. On a tous en nous des croyances. Ça, c'est important de le dire, de le préciser, parce que beaucoup de gens se croient très rationnels, très objectifs, notamment, je sais pas, les scientifiques ou les plus cartésiens d'entre nous. Ils se disent, mais non, ma vision de la réalité, elle est totalement objective. Et la plupart des gens, à commencer par ces personnes-là, ne réalisent pas qu'en fait, non, tout le monde a une psyché qui est une personnalité qui sont notamment étroitement associées à une constellation de croyances. On a en nous une constellation de croyances. Quand on dit croyances, une petite précision, en France, on pense tout de suite à religion. Donc un athée se dit, moi j'ai pas de croyance. Alors, d'abord, l'athéisme est une croyance comme les autres, parce que scientifiquement, on ne peut pas plus démontrer l'existence de Dieu que l'on peut démontrer son inexistence. Donc, il faut être quand même un peu humble quand on est athée, quoi. C'est une croyance comme les autres, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas que les croyances religieuses. Les croyances, en fait, ça concerne tout un tas de choses, à commencer par soi, par les autres, le monde, nos relations aux autres. Ça vient d'où, en fait? Il y a principalement deux sources à nos croyances. Il y a bien sûr le discours parental, c'est ce que nos parents ou les personnes qui nous ont élevés nous ont dit sur nous, sur les autres, sur le monde. Voilà, si on avait, je sais pas, des parents très anxieux, par exemple, qui voyaient des dangers partout, peut-être qu'ils nous ont transmis cette vision du monde, et peut-être qu'on s'est mis à croire nous-mêmes que le monde était dangereux, par exemple. Alors qu'à l'inverse, si nos parents étaient convaincus que le monde était un endroit vachement fun pour s'amuser, très amical, ils ont pu nous transmettre cette croyance, et peut-être que nous l'avons en nous.
mais sans le savoir. Dans les deux cas, sans le savoir. Par contre, ça va jouer comme un filtre perceptuel, là encore. C'est-à-dire, si je suis convaincu que le monde est dangereux, je vais repérer, en effet, tous les dangers réels, hein, et potentiels aussi qu'il y a autour de moi. Alors, si je crois que le monde est amical et sympa, je vais plutôt repérer toutes les sources d'amusement et de joie. Donc, ça va filtrer mes perceptions, mais ça va me permettre, au-delà de ça, d'interpréter aussi beaucoup de choses. Parce que tu parlais d'interprétation à l'instant, dans mes relations aux autres, par exemple, y compris à des proches, j'interprète en permanence. Tout le monde interprète en permanence. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. Donc, on interprète des expressions de visage, on interprète de la gestuelle, et on interprète même des paroles. Parce que le vocabulaire n'est pas suffisamment riche pour décrire toute la complexité de l'expérience humaine. Donc, on passe notre temps à interpréter, en fait, les propos, les attitudes des autres, et on les interprète en fonction de quoi ? Du filtre de nos croyances. Donc, quelqu'un qui a les bras croisés, on va interpréter ça comme un signe d'opposition. Alors, c'est peut-être juste que cette personne a froid. Quelqu'un qui rigole, on peut se dire elle est de bonne humeur, ou on peut se dire elle se moque de moi. Ce sont des exemples un peu caricaturaux, parce que ça va beaucoup plus loin dans le subtil, hein, évidemment. Mais donc, mes croyances sont aussi un filtre. Donc, j'ai parlé des croyances qui viennent de nos parents, mais beaucoup, peut-être même la plupart de nos croyances viennent, en fait, on se les est bâties tout seul comme un grand, et elles viennent d'une généralisation de la conclusion des expériences vécues. Je vais te donner un exemple concret. Tu es intéressé par quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan professionnel, je sais pas, tu vas par exemple animer une réunion, on va te confier ça pour la première fois de ta vie, d'accord, ou diriger une équipe. Ou que ce soit sur le plan personnel, tu vas essayer un nouveau sport ou une nouvelle activité. D'accord ? Si ça se passe mal, par exemple, t'animes une réunion, c'est une catastrophe. On te confie une équipe, tu n'y arrives pas du tout, tu te fais bouffer par tout le monde, par exemple, ou tu te mets tout le monde à dos, tu essaies un nouveau sport, tu te mets, je sais pas, au surf et tu passes 8 jours à l'eau sans tenir plus de 3 secondes sur ta planche, etc. Donc la conclusion de l'expérience vécue est négative, est un échec, par exemple. Eh bien, il est tentant pour beaucoup de gens de généraliser cet échec et de se dire je ne suis pas fait pour animer des réunions, je suis pas fait pour le management, je suis pas fait pour le surf, etc. On peut avoir tendance à généraliser donc la conclusion pourtant ponctuelle d'une expérience tout aussi ponctuelle, d'accord, et l'ériger en règle. C'est l'enfant qui s'est tapé des mauvaises notes en maths pendant 1 ou 2 ou 3 ans à l'école primaire, d'accord, et qui se dit je suis pas matheux. Il l'érige au niveau identitaire, je ne suis pas matheux. Non, la vérité c'est juste que ces années-là, avec ces instituteurs-là, il n'a pas eu de bons résultats. Il ne peut pas en tirer des conclusions par rapport à lui. C'est peut-être que sa stratégie d'apprentissage ne correspondait pas à la stratégie d'enseignement de ces instituts qui peuvent pas s'adapter à 25 ou 30 gamins dans la classe. D'accord ? C'est peut-être que les exercices là n'étaient pas appropriés. C'est peut-être que, etc., etc. C'est peut-être qu'il n'était pas en forme à ce moment-là. C'est peut-être que il y avait un voisin qui le perturbait. C'est ça la vérité. Mais on tend à généraliser la conclusion d'expérience quand elle se répète, ce qui est souvent le cas par rapport aux maths, par exemple, ou quand elles sont associées à une émotion trop forte. Voilà, lorsque tu as eu cette expérience de management, ça s'est super mal passé parce que tu t'es fait bouffer et que tu l'as très très mal vécu émotionnellement, alors là, il y a de fortes chances que tu généralises des expériences et que tu te dises plus jamais ça, je suis pas fait pour ça. C'est faux. C'est juste que cette année-là, avec cette équipe-là, ça s'est mal passé, en effet. C'est peut-être lié au contexte, c'est peut-être lié à ces personnes-là. Ça veut pas dire que tu peux pas animer une équipe par ailleurs. Donc on tend à généraliser ces choses-là. Donc, où est-ce que je veux en venir ? On a en nous une constellation de croyances. On croit des choses sur nous, sur nos capacités, sur ce qu'on est capable ou pas de faire. On croit des choses sur nous, sur notre intelligence, sur notre beauté, sur notre capacité à être aimé des autres, à se faire des amis. On croit des choses aussi sur les autres, bien sûr. Est-ce que les autres sont dignes de confiance ? Est-ce qu'ils sont une menace pour moi ou pas ? Est-ce qu'ils sont, etc. On croit des tas de choses sur les autres, on croit des choses sur le monde qui nous entoure, on croit des choses bien sûr sur l'au-delà, en termes de spiritualité. On a une constellation de croyances. Et donc ces croyances dictent en effet beaucoup de choses dans notre vie, et dictent notamment de comportements, et peuvent jouer un rôle, et c'est ma réponse à ta question, par rapport à ce que l'on capte du futur. Il est très possible, en effet, que ça filtre finalement ce qu'on peut capter du futur. C'est intuitivement, l'intuition est neutre, on peut tout capter, mais on a ce paquet de croyances en nous
qui risquent en effet de nous pousser à capter certaines choses seulement qui vont dans le sens de ces croyances. Donc finalement, il y a un réel intérêt à être, en tout cas à travailler ces croyances positivement, parce qu'il y a un cercle vertueux de ce que j'entends. Plus je vais avoir des pensées positives et un prisme positif sur la vie, plus je vais poser mon regard sur des informations qui vont me mener à une réalité positive, en tout cas une réalité douce et agréable, si je puis dire. Tout à fait. La seule difficulté, c'est qu'une croyance, ça se décrète pas. Et on change pas comme ça de croyance. On peut prendre conscience de certaines croyances négatives. Moi, j'ai certaines croyances négatives dont je suis parfaitement conscient, mais dont je ne me suis pas encore libéré. J'ai des croyances négatives dont je me suis libéré, et ça a changé ma vie, quoi. Mais j'en ai encore dont je suis pas parvenu à me libérer. C'est pour ça que la fameuse loi de l'attraction dont beaucoup de gens ont entendu parler, à la fois, c'est pas faux sur un plan métaphysique, je dirais, mais la plupart du temps, ça marche pas. Parce qu'il suffit pas de visualiser quelque chose de positif. Par exemple, tu lances un projet, il suffit pas de dire, allez, je visualise la réussite de ce projet pour que ça marche. Ben non, ce serait trop facile. Pourquoi? Parce que si tu as en toi une petite croyance du genre, oui, mais je suis peut-être pas à ma place dans ce projet, ouais, mais j'ai pas forcément les capacités, je vais pas y arriver. Même si c'est une toute petite voix enfouie au fond de toi. Mais si tu as cette croyance-là, à ce moment-là, tu peux visualiser tout ce que tu veux de comment réussir de ce projet, ça va être extraordinaire, ça va apporter quelque chose aux gens, je ne sais quoi. Si tu as cette petite voix en toi, tu n'y croiras pas. Et la visualisation ne servira à rien. Donc cette loi de l'attraction, elle ne fonctionne pas si on a une croyance qui est contraire en nous. Donc toute la question, c'est vraiment comment, prendre conscience de nos croyances limitantes. Ça, c'est vraiment intéressant. Et deux, après, comment s'en libérer, quoi. Alors parfois, pour s'en libérer, il suffit de se frotter un peu à la réalité. Par exemple, ça c'est vrai pour les croyances autour des peurs, autour des dangers. Si je crois qu'il y a des dangers, parfois le fait de se frotter à la réalité va nous permettre de réaliser que non, la réalité n'est pas si dangereuse que ça. J'ai peur des autres, je crois qu'ils sont peut-être une menace, je vais aller rencontrer les autres et puis, non, faut prendre des protections quand même, hein. Peut-être pas dans un quartier dangereux à 2h du matin, mais parce que là, la peur peut correspondre à un danger réel. Ouais, elle peut l'ancrer du coup. Voilà, la fonction naturelle de la peur, je dirais, est de nous avertir d'un danger. Donc, il y a des dangers qui sont réels, il faut quand même savoir aussi écouter nos émotions, y compris nos peurs. Mais pour les peurs qui sont indues, je dirais, qui correspondent à des dangers imaginaires, le fait d'aller dans le monde réel, de se frotter à la réalité, permet de désamorcer tout ça. Donc, moi, j'avais très très peur, par exemple, de la prise de parole en public, quand j'étais plus jeune. Et puis, un jour, j'ai réalisé que, après avoir été très mauvais en prenant la parole en public, mais vraiment pas bon, j'ai réalisé que, ok, j'avais été super mauvais, mais j'étais toujours vivant, quoi. Donc, c'était pas grave, finalement. Voilà, le fait d'aller me frotter à la réalité, quand même, m'a permis de dédramatiser et me dire, en fait, j'ai aussi le droit d'être mauvais, quelque part. Et c'est pas grave, c'est ok, quoi. Et à partir de là, ça génère un lâcher-prise qui libère de la croyance limitante. Et puis après, on peut développer, si on souhaite, des capacités dans le domaine en question. Donc, assez souvent, on peut se libérer de croyances limitantes quand on prend conscience que c'est une croyance, par contre, en se frottant à la réalité. Ça, c'est pour certaines croyances liées aux peurs. Après, il y a les croyances liées à nos capacités. Ça, j'en parle parce que beaucoup de gens se réfrènent par rapport à des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, dans lesquels ils pourraient s'épanouir, dans lesquels ils pourraient se réaliser. Parce que chacun de nous, en fait, peut sentir, sauf s'il est en permanence sur des écrans, s'il est un peu connecté à soi-même, chacun de nous peut sentir un appel vers des projets qui l'attirent, vers l'envie de mettre en œuvre un talent, même si ce talent est à cultiver. Mais beaucoup de gens ont une croyance limitante sur leur capacité. Beaucoup de gens se disent « Ouais, j'ai envie de ça, mais j'en suis pas capable. Je vais pas y arriver. » Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment se forme une croyance limitante sur les capacités. Et en l'occurrence, elle se forme par l'absence de réponse volontaire à une question « comment ?» En l'occurrence, une question « comment faire pour ?» Comment faire pour réaliser ce projet? Si je ne me pose pas consciemment la question et je ne cherche pas les réponses, à ce moment-là, je peux rester dans une espèce de ressenti, dans une émotion négative qui est une émotion de peur. Je vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Et ça devient une croyance, je ne suis pas capable. Alors que si la personne, à ce moment-là, se pose la question, donc j'invite par exemple toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont ce sentiment, cette croyance, j'ai envie de mener à bien ce projet, mais j'en suis pas capable. Posez-vous la question, comment faire pour?
comment faire pour réaliser ce projet, et lister tout ce qu'il faut faire, toutes les actions à mettre en œuvre. Et en effet, vous verrez que pour certaines d'entre elles, vous n'avez peut-être pas les compétences. Et là, la question devient toujours comment faire pour acquérir ces compétences. Peut-être qu'il faut aller rencontrer des gens qui vont vous expliquer des choses. Peut-être qu'il faut aller vous former, bien sûr. Et à ce moment-là, vous passez d'une peur, une croyance limitante, je ne suis pas capable, à un plan d'action. Ok, comment je vais faire? Plan d'action, rencontrer telle personne, lire tel bouquin ou aller suivre telle formation. Et là, on se libère de la croyance limitante. Oui, finalement, le passage à l'action, c'est clé pour balayer un certain nombre de croyances au quotidien, en fait. C'est vrai pour beaucoup de choses, d'ailleurs. La prise de parole, c'est un bon exemple. Une fois qu'on est passé à l'action, finalement, la peur, elle disparaît. Alors qu'on se trouve bon ou mauvais, c'est une autre chose. Mais à partir du moment où on agit, on est moins dans la peur, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. En se frottant de la réalité, on s'y fait beaucoup de choses. Regarde, la croyance du timide. La croyance du timide, en fait, c'est que tous les regards sont, assez souvent, mais il peut y avoir d'autres croyances derrière ça, mais assez souvent, c'est que tous les regards sont braqués sur lui. Mais en fait, c'est une croyance une croyance que j'avais avant, mais c'est une croyance qui est super égotique, en fait. Qui est nombriliste, finalement. Parce que la vérité, c'est que les gens, ils en ont un peu rien à faire de nous, quoi. C'est ça, la vérité. Et tous les regards ne sont pas braqués sur nous. D'accord? Mais ça, on ne sait pas tant qu'on l'a pas expérimenté. Donc, le fait de se jeter à l'eau peut nous amener à réaliser que, en fait, non, tous les gens n'ont pas leur regard braqué sur nous. Donc, on peut se libérer de ça. Après, il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont liées aussi à la peur de l'échec, et c'est dans tous les domaines. C'est vrai pour ce qu'on évoquait à l'instant, la prise de parole en public, c'est vrai les relations avec les autres. Le timide aussi a peur d'échouer s'il va vers quelqu'un pour entamer une discussion, une relation. C'est vrai aussi pour tous les projets professionnels. Beaucoup de gens ont la peur de l'échec et se retiennent à cause de ça. Et donc là, ce qui peut nous libérer de la peur de l'échec, c'est d'expérimenter l'échec. Expérimenter l'échec. L'échec est quelque chose de précieux dans la vie et dans tous les domaines. Parce que l'échec est puissamment riche d'enseignements. L'échec nous permet de nous connaître. Pourquoi l'échec nous permet de nous connaître? Parce que l'échec nous oblige à nous poser des questions quand on échoue, que ce soit un projet ou même quelque chose de plus important. On échoue dans une vie de couple, on échoue dans le choix d'un métier, par exemple, dans un métier. En fait, l'échec nous conduit à nous poser des questions sur nous-mêmes qu'on ne se serait peut-être jamais posé sinon. Des questions, parce que quand on est à un moment donné face à un mur, on a échoué, à un moment donné, on est obligé de s'interroger, de se dire qu'est-ce que je vais faire et de quoi j'ai envie dans cette situation. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le ventre, quelque part. Donc, l'échec pousse à l'introspection que beaucoup de gens évitent soigneusement. En tout cas, dans la culture française, une fois de plus, on n'a pas du tout la culture de l'introspection. Même, paradoxalement, pour les gens qui s'intéressent au développement personnel, ils font parfois l'économie de regarder à l'intérieur de soi. Donc l'échec permet ça. Puis l'échec permet aussi de se réinventer. Et là, quand on échoue, c'est aussi parfois qu'on n'était pas à sa place, quoi. Ce projet n'était pas fait pour nous, qu'on s'était fait des illusions, qu'on était allé vers ce projet peut-être pour quérir l'approbation des autres ou l'admiration des autres ou je ne sais quoi encore, mais que en fait c'est pas vraiment pour nous. Donc l'échec peut nous aider à prendre conscience de ça et nous offre une chance de nous réinventer. Donc pour plein de raisons, en fait, l'échec est quelque chose d'absolument précieux. Moi, j'invite tout le monde à se réconcilier avec l'échec. Il y a un bon livre, d'ailleurs, qui invite à ça. C'est un livre de Charles Pépin qui s'intitule Les vertus de l'échec. Vous lisez ce bouquin, vous avez envie d'échouer. Justement, toi, est-ce que tu as des conseils très pratiques, Laurent, pour muscler son intuition au quotidien, s'il est possible de muscler son intuition? Comment on peut développer cette faculté? C'est vraiment, ça passe par la reconnexion au corps, pour moi. Dans Un monde presque parfait, mon dernier roman qui parle aussi d'intuition, notamment, j'ai un personnage qui enseigne à un autre comment se reconnecter à son corps par la danse. La danse, c'est une danse primitive, en l'occurrence. Une danse, vraiment, on ne cherche pas à reproduire une chorégraphie où on peut vite aller dans le mental en disant, voyons, est-ce qu'il faut que j'avance d'abord la jambe droite ou le bras gauche? Et là, c'est une activité mentale. Ce que j'aime avec la danse primitive, c'est que au son d'un tam-tam, un djembé quelconque, en fait, il n'y a pas de chorégraphie, on écoute simplement la musique. En l'occurrence, c'est juste une percussion, quoi. Et cette percussion, on essaie de la ressentir vibrer dans notre corps et on bouge en mouvement. C'est juste ça. C'est très, très primaire, en effet. Et en même temps, c'est très puissant de se reconnecter à son corps. Parce qu'on ressent les vibrations du djembé dans notre corps.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose à expérimenter, la danse. Après, il y a aussi la méditation. La méditation est quelque chose qui nous aide à nous libérer de nos pensées incessantes, donc de notre mental, comme on dit vulgairement. Ça permet de prendre conscience notamment que nous sommes à la fois l'observateur et le créateur de nos pensées, et donc ça nous permet de nous dissocier de nos pensées. Le but pour moi n'étant pas de faire le vide. Beaucoup de gens ont peur de la méditation parce qu'ils se disent mais j'arrive pas à faire le vide dans ma tête. C'est pas le but. Faut être gentil avec soi-même quand on fait de la méditation. Juste d'être conscient de ce qui se passe en nous, juste conscient de l'arrivée d'une pensée, et puis l'accueillir et ne pas se juger. Accueillir cette pensée et réaliser que tiens, il y a cette pensée qui me vient. Et en fait, j'en suis le créateur, mais je peux aussi l'observer, donc prendre de la distance, me dissocier. Et à ce moment-là, je reprends un petit peu possession de moi-même, j'ai envie de dire. Et surtout la méditation, en tout cas la méditation de pleine conscience, permet de sentir son corps, quoi. Et ça, vraiment sentir son corps, mettre notre attention dans notre corps, permet, entre autres, de développer notre intuition. Après, il y a la pratique. Il y a plein de jeux intuitifs qu'on peut faire. Je sais pas, moi, vous prenez un jeu de cartes, vous mélangez les cartes, et puis vous essayez de sentir quelle est la couleur de la carte qui est sur le dessus de la pile, face cachée. C'est une carte rouge ou une carte noire, quoi. Et voilà, vous pouvez vous entraîner, et vous pouvez le faire tout seul, quoi. C'est très simple. Et puis vous pouvez compter le nombre de fois où vous avez eu bon, quoi. Et si ça excède 50%, bah c'est que vous avez réussi à intuitivement avoir une information. Parce que statistiquement, si vous le faites un grand nombre de fois, logiquement, vous devez vous tromper ça une fois sur deux, quoi. Si c'est le hasard, d'accord? Et donc, si vous réussissez plus d'une fois sur deux, par exemple, vous tournez 100 fois une carte et vous réussissez, ne serait-ce que, 53 fois, par exemple, sur 100 à choisir la bonne couleur, c'est que vous avez l'intuition. De toute façon, tout le monde a de l'intuition, hein, c'est une certitude. La question, c'est plus l'accès à l'intuition. Donc, on peut s'entraîner. Toi, l'intuition la plus incroyable que tu aies eue, c'est quoi? J'en ai eu quelques-unes. Par exemple, toi, la maison dans laquelle je me trouve en te parlant, eh bien, je l'ai trouvée intuitivement. C'est-à-dire, on avait décidé avec ma famille de quitter Paris il y a quelques années pour une petite ville de province en Bretagne, une ville qu'on connaissait peu, hein, juste qu'on sentait qu'on s'y plairait. Il y avait séjourné quelques jours, une fois en vacances, des années auparavant. Moi, j'y allais tous les 2 ans en dédicace. Et voilà, on sentait que cette ville était intéressante, mais on connaissait pas les différents quartiers. Donc, on se promenait en famille dans les différentes rues. Et un jour, on passe dans une rue. C'est une ruelle bordée par un haut mur. Et alors qu'on marchait, en parlant, subitement, j'ai une sensation très très forte, sensation corporelle qui est associée à une idée, et je me dis, qu'est-ce que ça doit être agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Ça n'avait pas de sens, c'était pas rationnel. Pourquoi? Parce que le mur était tellement haut qu'on pouvait pas voir derrière. Donc j'ai essayé d'escalader le mur, tellement c'était fort comme sensation, comme impression, et j'ai pas réussi, parce que le mur était trop haut, je suis pas sportif. Donc c'est notre chemin. Et quelques semaines plus tard, peut-être 3 ou 4 semaines plus tard, je reçois l'appel d'un agent immobilier qui me dit, écoutez, je vais rentrer, c'était pas encore le cas, mais je vais rentrer la semaine prochaine une maison qui peut correspondre à vos critères, qui pourrait vous plaire. Je lui dis, écoutez, soyez sympa, je passerai par moi, ayez confiance, mais donnez-moi l'adresse, que je suis à 500 km et j'ai hâte de voir où elle est. Enfin, je veux voir. Donc, il me donne l'adresse, je vais voir sur Google Street. La maison était juste de l'autre côté du mur. On l'a achetée à distance. En fait, sans la visiter, on savait que c'était la maison, quoi. Ah oui, grosse intuition, du coup. Oui, on l'a quand même visité pendant le délai de rétractation, hein, après avoir signé. Mais c'était pas la plus belle du quartier d'ailleurs, mais peu importe. Et on n'a jamais été aussi heureux dans cette maison. C'est celle qu'il vous fallait, quoi. Oui, vraiment. Ouais. Super. Laurent, pour finir cette conversation, j'aimerais qu'on parle d'un sujet que tu évoques beaucoup dans ton dernier roman, justement, Un monde presque parfait, c'est la technologie. Alors, juste pour, sans raconter toute l'histoire, dans ce roman, tu mets en scène 2 populations. Une qui est hyper connectée, donc les réguliers, et une qui s'exile de ce mode de vie qu'on appelle les exilés. Les hyper connectés, dans le roman, on sent qu'ils perdent un peu leur pouvoir décisionnel. Donc c'est ce que tu exposes avec le risque des nouvelles technologies, en fait, qui nous dictent tout le temps quoi faire. J'ai reçu sur ce plateau David Perroux, que tu connais aussi peut-être, qui est un écrivain passionné par les sciences noétiques. Lui, il avait un point de vue un peu différent, donc je te l'expose, tu me dis ce que tu en penses. Pour lui, justement, les nouvelles technologies, et l'IA notamment, représentent une opportunité
de se défaire en fait de toutes les tâches ingrates qu'on pourrait automatiser et de se libérer du temps pour se reconnecter à notre intuition et s'élever. Donc, je sens que le point de vue est un peu différent, donc je voulais un peu confronter cette idée et me dire ce que tu en penses un peu, parce que j'entends que toi, tu as le sentiment que la technologie est plus un péril pour notre pouvoir décisionnel et donc pour notre intuition. Non, les deux, il a aussi raison, je dirais. En fait, il faut comprendre qu'un outil, comme n'importe quel outil, est neutre. Tu prends une casserole, c'est un super outil si tu l'utilises pour cuisiner. C'est pas un bon outil si tu tapes sur la tête de ta belle-mère avec. Voilà, l'outil n'est pas responsable de l'usage qu'on en fait. C'est exactement pareil pour l'IA. L'IA peut en effet nous libérer de tâches ingrates. L'IA peut être aussi un formidable outil dans le domaine médical. D'ores et déjà, aujourd'hui, on sait que l'IA est plus performante qu'un radiologue pour analyser une image de scanner d'IRM et donc pour détecter une micro-tumeur qu'un radiologue n'est pas capable de voir. Donc c'est génial, il y a plein d'applications extraordinaires pour l'IA. En revanche, comment on l'utilise, dans quel domaine, à quelle dose, si l'IA remplace par exemple tous nos métiers, et c'est très probable aujourd'hui, c'est vraiment une chose à comprendre, la question c'est qu'est-ce que vont faire les êtres humains et comment vont-ils s'épanouir? Parce que quand l'IA remplace des métiers pénibles, c'est génial. Parce qu'en effet, il y a des métiers qui abîment les hommes, que ce soit psychiquement ou physiquement. Si on peut remplacer ça, je pense que les hommes en question s'en porteront mieux. Mais en revanche, la plupart des gens, et là, tous les sondages le montrent, la plupart des gens aiment leur travail. Même si il y a des aspects négatifs, parce que rien n'est parfait dans le monde, mon travail n'est pas parfait, d'accord. Donc même s'il y a du stress, etc., des inconvénients, la plupart des gens ils aiment leur travail et ils se réalisent. En tout cas, un travail représente une opportunité pour se réaliser dans la vie. Donc s'il y a plus de travail et qu'on reste tous chez nous avec un revenu universel, la question c'est comment est-ce qu'on va se réaliser? Alors il peut y avoir des réponses, mais ça vaut le coup de se les poser avant d'attendre que les gens soient malheureux ou se droguent à Netflix ou à je ne sais quoi. Donc ça, c'est une vraie question. Quand je dis c'est en cours, le remplacement des métiers, c'est vraiment en cours. C'est-à-dire, tu vois, même dans mon domaine, dans le domaine de l'édition, il y a beaucoup d'éditeurs en Europe, pas en France à ma connaissance encore, mais ça va venir très vite. Il y a beaucoup d'éditeurs en Europe qui ont licencié leurs traducteurs. Ils font traduire les bouquins par une IA. Après, il faut intervenir juste ponctuellement quelqu'un pour une relecture, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, le traducteur? Il peut peut-être aujourd'hui se recycler dans un autre domaine, mais tous les métiers sont concernés, quoi, tu vois. À très très court terme, il y aura plus de graphistes, nulle part, parce que l'IA fait ça très bien. Voilà, aujourd'hui des IA écrivent des romans, quoi. Bon, pour l'instant ils sont pas très bons, mais ils deviendront bons. Et la question, c'est après, quel plaisir on aura à effectuer un métier si une IA le fait mieux que nous. Tu vois, il y a une vingtaine d'années, je m'initiais aux échecs et j'avais un grand plaisir à jouer aux échecs, mais parfois je ne trouvais pas de partenaire disponible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un échiquier électronique. Et première partie, il me bat, un plat de couture. Deuxième partie, il me bat. Troisième partie, il me bat. Et j'ai vite compris que je le battrai jamais. Parce que mon cerveau n'est pas aussi puissant qu'un microprocesseur dans le domaine des échecs qui peut évidemment analyser en une fraction de seconde toutes les combinaisons possibles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'échiquier, je l'ai rangé dans le placard. Et je n'ai plus jamais joué avec, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc si demain, il y a une IA qui écrit des romans initiatiques mieux que moi, mais beaucoup mieux que moi, mais est-ce que j'aurai encore plaisir à écrire des romans initiatiques et à partager des choses avec les gens? Non, ça n'aura plus aucun intérêt si une IA le fait mieux que moi, tu vois. Donc je cesserai sans doute, tu vois. Donc qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je trouverais d'autres choses intéressantes dans lesquelles m'épanouir, mais c'est une vraie question. Donc il y a ça. Ensuite, il y a autre chose, et ça c'est encore plus préoccupant, je dirais, parce que c'est du très court terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive un jeune à apprendre une langue étrangère alors que avec son smartphone, il peut dialoguer en direct avec un Chinois, un Brésilien ou un Sud-Coréen? Comment nos jeunes vont trouver la motivation pour apprendre? Moi, ma fille cadette, qui est en seconde, me disait avant-hier que ses copines ne font plus leurs devoirs. Elles demandent à ChatGPT de faire leurs devoirs. Elles font plus leurs travaux en espagnol parce que il y a DeepL. Donc en fait, s'il faut écrire un texte, elles écrivent le texte en français, hop, on appuie sur un bouton et DeepL le donne en espagnol. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes, ils vont cesser d'apprendre les langues étrangères, mais ils vont cesser d'apprendre la philosophie parce que le ChatGPT fait ça très bien. Mais si ne planche pas sur un devoir de philosophie
ils vont pas apprendre à réfléchir, parce que la philo, ça sert à ça. S'ils ne rédigent plus une disserte, parce que c'est ChatGPT qui le fait pour eux, ils sauront plus rédiger, ils sauront plus ordonnancer leurs idées. Mais s'ils n'apprennent plus tout ça, s'ils n'apprennent plus rien, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et qu'est-ce que va devenir surtout la civilisation humaine? Et donc là, on voit qu'en très peu de temps, on peut avoir un effondrement généralisé de la civilisation. C'est-à-dire, si on développe pas nos capacités, notre culture, notre intellect, mais on peut vite redevenir à l'âge des cavernes et on sera même plus capable de réparer les IA qui tomberont en panne. Donc là, c'est une vision apocalyptique. Je veux croire, là encore, regarder un certain optimisme et croire en un éveil des consciences, mais par contre, il est urgent l'éveil des consciences. Parce que là, aujourd'hui, ce que je vous raconte, ce que font les copines de ma fille en classe, c'est maintenant. Les parents ne le réalisent peut-être pas, mais c'est maintenant. Donc voilà, c'est l'un des dangers qui nous menacent avec l'IA. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tiens, un autre exemple. Mesurer scientifiquement je le raconte dans un monde presque parfait. Donc, tu prends un taxi londonien. Un taxi londonien, pour avoir son diplôme, il doit connaître par cœur le plan de Mont, 25 000 euros. D'accord. Depuis 4 ans, les taxis londoniens utilisent Waze, l'application GPS pour se déplacer en évitant des bouchons. Il y a des scientifiques qui ont mesuré avec des IRM il y a 4 ans et maintenant le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens. Ils se sont rendus compte qu'en 4 ans seulement, avec l'usage de Waze, leur cerveau s'est atrophié. Mesuré scientifiquement. Ouais. On voit très bien, c'est mesuré ce qui nous guette si on abuse de l'utilisation de l'IA. Eh ben, je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Laurent. Il faut savoir où on met l'effort technologique et le mettre à profit de notre développement et pas de notre destruction, en gros. Les outils technologiques sont de bons serviteurs et il ne faut pas les laisser devenir nos maîtres. Merci infiniment Laurent Gounel. Alors j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller lire tes romans. Le dernier est un vrai régal, donc Un monde presque parfait paru aux éditions Mazarine. Il y en a d'autres, celui que j'ai cité en début c'est Intuitio aux éditions Calment Lévy. Il y en a plein d'autres, tes romans sont fascinants, mais en tout cas merci beaucoup pour cet échange et tous ces partages très riches Laurent, c'était un vrai plaisir. Merci à toi Amira, et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.